bien sûr. Donc moi, je me présente, je m'appelle Chris, fondateur de l'île Tortue depuis 2013. Donc là, donc spécialiste, connaisseur, on va dire, de tortues aquatiques. Donc là, j'ai pris deux espèces à vous présenter. Donc une espèce africaine, une espèce américaine que vous avez pu voir dans la salle pédagogique. Donc pour commencer un peu les présentations, alors sur les tortues aquatiques, il existe environ 250 espèces au monde. Alors ça change régulièrement suite au changement des taxonomies, donc des noms scientifiques, qui sont faits donc par justement des experts qui, eux, classifient les tortues. Donc là, on a environ 250. Donc ce qui est déjà pas mal. Ensuite, elles sont représentées sur tous les continents du monde, hormis les périodes, enfin les continents les plus froids, donc notamment Groenland, toutes les parties vraiment près des pôles. Mais on arrive quand même à en trouver dans des périodes, enfin dans des lieux froids comme la Russie principalement, avec la Testudor svelti. Donc des espèces qui sont vraiment très résistantes. Donc vous retrouvez vraiment qui aiment vraiment beaucoup la chaleur, d'autres qui l'aiment un peu moins. Donc il y a vraiment de tout au niveau des tortues. Donc comment reconnaître une tortue? Tout simplement la carapace, mais toutes n'ont pas une carapace dure, d'autres ont des carapaces molles, certaines espèces notamment. Donc là, nous allons voir seulement celles qui ont les carapaces dures, c'est beaucoup plus simple. Donc, sur les tortues aquatiques, les pattes sont légèrement palmées, donc ce qui leur permet de nager ou vraiment de bien marcher au sol directement. Une carapace un peu moins bombée que les tortues terrestres, même si d'autres espèces comme là, cette espèce-là, donc la Pelusios castanus a une carapace assez bombée, mais principalement c'est beaucoup plus plat ou en forme de toit pour certaines. Après, donc ça réside à proximité donc, des points d'eau, donc que ce soit des lacs, des rivières tout simplement, ou les forestières aussi classifiées dans les aquatiques qui elles vivent dans les forêts tropicales tout simplement, qui sont très humides. Donc comme je disais, les lieux de vie, donc principalement dans les lacs, les points d'eau et cours d'eau à faible courant. Faible courant tout simplement pour qu'elles puissent bien se déplacer sans se fatiguer par les courants. Et donc aussi très bien chasser. Même si certaines espèces nagent très très bien, d'autres sont des tortues de fond, comme la Sternotherus carinatus que nous avons juste à côté. Au niveau de l'alimentation, donc il y a plusieurs types d'alimentation chez les tortues aquatiques. Certaines évoluent au cours de leur vie, comme les tortues de Floride, qui sont totalement carnivores étant jeunes et qui, étant adultes, voire très âgées, deviennent herbivores essentiellement. Là, l'espèce que j'ai là est une omnivore à tendance carnivore. Donc elle peut manger de tout, mais elle va privilégier donc tout ce qui est viande, donc viande blanche, ou dans la nature, par exemple les cadavres en décomposition d'hippopotames principalement, elle va y aller. C'est très opportuniste, tout simplement. Toutes les tortues sont opportunistes à ce niveau et vont manger autant qu'elles le pourront, parce qu'elles ne savent pas si elles pourront manger demain, tout simplement. C'est pour ça que dans la captivité, il faut les rationner tout simplement pour éviter qu'elles deviennent tout simplement obèses. Voilà. Donc après, voilà, donc carnivore, insectivore. Alors, de l'insectivore, tout simplement, c'est ces espèces-là un peu plus petites, qui vivent vraiment sur les bords en fait, des fleuves et des cours d'eau, qui, par opportunisme, attrapent des insectes à proximité des berges, tout simplement. Comme les escargots, cette espèce-là, la Sternotherus carinatus, a une mâchoire qui a la capacité de briser des coquilles d'escargots. Donc très pratique pour elle. Chaque tortue, suivant sa taille, a un mode de vie différent, tout simplement. Le sexage, donc après, là je vous ai mis donc tous les sexages possibles, suivant en fait des critères qui ont été définis, mais toutes les espèces n'ont pas ces critères-là. Donc là je vous ai mis une espèce, donc la Pelomyza variabilis, où c'est facilement représentatif. Donc là on peut voir la plus grande, c'est le mâle que vous voyez en salle pédagogique, tout simplement. Donc il y a une carapace, enfin un plastron qui est concave, une queue longue et le cloaque vers le bout de la queue. Alors que la femelle, elle a le plastron plat, une queue courte et le cloaque vers le plastron. Mais certaines espèces n'ont pas ça. La Trachémis, notamment, le seul moyen de différencier les sexes, c'est la taille des griffes. Les mâles ont des griffes plus grandes pour justement s'accrocher aux carapaces des femelles. Donc cela peut vraiment varier. Certaines ont juste le plastron, d'autres n'en ont pas. La Pelusios castanus, comme nous avons dans la salle pédagogique, et que nous avons là justement, la femelle n'a pas elle a un plastron vraiment plat et le mâle a un plastron plat également. Donc il faut bien cibler par rapport à l'espèce les critères de sexage pour ne pas se tromper.
Le maintien en captivité, donc là avec une photo assez simple d'un bassin classique pour des espèces assez petites, donc là elle était assez petite sur la photo. Donc un bassin d'une taille adaptée par rapport à la taille. Si c'est une petite espèce, on partira sur des bassins d'1 mètre, notamment pour la Sternotherus et Echinosternon, qui sont les espèces aquatiques les plus petites au monde. Et pour les plus grosses espèces, on prendra des bassins donc beaucoup plus grands. Des espèces nagent mieux que d'autres, notamment les trachémys sont très bonnes nageuses. Autant leur faire des gros bassins d'extérieur où elles pourront vraiment nager à leur guise et être vraiment tranquilles. Donc une plage en sable, c'est mieux pour les femelles pour qu'elles puissent pondre, tout simplement. Si elles ne pondent pas, soit par chance elles pondent dans l'eau, soit il nous faut une occlusion intestinale. Au niveau de la lampe chauffante, il faut qu'elle soit UV également. Pourquoi chauffante et UV? Parce que la tortue a besoin d'UV et de calcium pour se développer. Donc c'est important pour elle. Chauffante parce qu'il faut que la plage fasse entre 33 et 36 degrés afin que la tortue soit motivée tout simplement à aller sur la plage chercher de la chaleur également et prendra les UV. Ce qui sera donc bénéfique pour son développement. La pompe filtrante, alors si on a un bassin extérieur, on peut mettre des pompes extérieures, mais ce n'est pas une obligation. Par contre, en intérieur, notamment pour les odeurs, et aussi avoir un courant pour éviter l'eau stagnante, et en même temps nettoyer le bassin des excréments qui seront mélangés avec du sable, c'est l'idéal. Donc il y aura beaucoup moins d'odeur et une eau vraiment beaucoup plus claire. Le thermoplongeur, alors ce thermoplongeur c'est un chauffage tout simplement de bassin qui n'est pas obligatoire pour toutes les espèces. Les espèces africaines y ont droit, les espèces américaines ce n'est pas une obligation, tout simplement. Les espèces asiatiques non plus, c'est à cibler selon l'espèce, tout simplement. Et souvent donc c'est lié à son lieu de vie. La législation, alors là on va faire un peu simple là-dessus, parce que sur la législation il y a 3 niveaux. Donc la CITES qui est le règlement mondial, le règlement CE 338-97 qui est le règlement européen, et donc le règlement français qui sont les arrêtés d'octobre 2018, tout simplement. Donc on ne va pas rentrer dans les détails de ces textes-là parce que sinon on en a pour 3 heures, mais ça nous classe donc les espèces qui justement sont en danger d'extinction, suivant donc la CITES qui est règlement pour ça. Et nous, en France, on a augmenté ça avec les espèces dangereuses et invasives. Les espèces dangereuses, comme la Chelydra serpentina, qu'on retrouve directement dans la salle pédagogique, qui elle est vraiment très dangereuse. Il y a aussi la tortue alligator, qui est très dangereuse. Et en espèces invasives, nous retrouvons toutes les fameuses tortues de Floride qui ont été relâchées depuis des années. Tout simplement. Après, donc le voie d'extinction. Actuellement, la classification de la Sternotherus carinatus a changé en 2022, comme d'autres espèces, ce qui fait que maintenant, elle est classée en annexe 2B, donc annexe 2 de CITES, annexe B règlement européen, ce qui fait qu'elle a dû être pucée et enregistrée à l'IFAP en France. Ça, c'est dû justement à la préservation de l'espèce. Plus l'espèce va décliner, plus elle va monter en classification, et moins on aura de chance de pouvoir l'avoir en captivité, ce qui est logique. Alors les tortues françaises, comme il tenait notre cher Quentin donc, qui prépare ses conférences, il y a 2 espèces françaises. On entend parler plus de la cistude d'Europe, donc Emys orbicularis, qui est donc l'espèce la plus répandue, mais la Morimys leprosa est aussi une espèce française. Ce sont des espèces aquatiques qui vivent en France, tout simplement, dans nos cours d'eau dans le sud de la France. On entend toujours parler de la fameuse tortue Edermann qui est mise en avant pour les tortues françaises, le côté cocorico. Il y a aussi ces 2-là, tout simplement. Sauf qu'en France, pour les avoir, il faut être capacitaire et avoir des tortues qui sont nées en captivité seulement. On ne peut pas les prélever. Toute la faune française ne peut pas être prélevée. Donc c'est des espèces qui vivent dans les lacs et les cours d'eau à faible courant, bien sûr, comme toute tortue aquatique. Donc voilà, si vous voulez nous joindre ultérieurement pour poser des questions, c'est tout simplement là. Et si vous avez des questions maintenant, je suis prêt à répondre également. Y a-t-il des questions? Ah. Quelle est la question? Alors le plus cher, c'est plus l'installation de base qui est installée. Après, en entretien, techniquement, la pompe va tourner d'elle-même. Le plus cher qui va coûter sur l'entretien, ça va être l'électricité. Donc avec la lampe chauffante, la pompe et le thermoplongeur si c'est une espèce africaine. Ça va être le plus cher. Mais pas de grand-chose. Pour une seule tortue, pas de grand-chose par rapport à notre consommation habituelle. Pour donner une ordre d'idée, moi avec 21 animaux, je suis à 189 € d'électricité par mois. Avec 21 animaux. Mais il n'y a pas forcément que des tortues.
Donc c'est pas si coûteux que ça. Le plus coûteux, c'est l'installation de base parce qu'il faut vraiment des grands espaces. La grosse tortue là, faut un bassin de 1,20 m par 50 par 60 minimum pour une seule. Donc ça fait déjà des gros bassins en verre. C'est fait déjà très coûteux. Après, il y a toujours des façons de réduire ces coûts-là, avec notamment le sable en magasin de bricolage qui coûte beaucoup moins cher qu'en animalerie. Tout simplement. Alors pour la tortue, ça dépend de l'espèce, tout simplement. En gros, cette espèce-là, on peut la trouver à 20 € en bébé. Cette espèce-là, maintenant qu'elle est pucée, elle a augmenté, c'est 150 €. Donc ça varie selon l'espèce et suivant le vendeur aussi, bien sûr. Il y a des vendeurs qui vont les vendre moins cher. Cette espèce-là, je l'ai vue en Jardiland à 99 €, alors que la forme tropicale, qui est à 20 km à peine, c'était 20 €. Donc ça dépend, ça varie beaucoup. Mais après, il y a toujours des petites astuces, souvent par les particuliers qui en remplacent, ou des associations, notamment Terra Lyonnaise, qui avait quelques Pélomédusa pendant une période. Je ne sais pas si vous... Et ils en ont toujours. Voilà, donc ça fait forcément des frais d'adoption, mais moins cher. Hein? C'est ça, ils les récupèrent en sauvetage. En fait, si je peux me permettre, la plupart, elles viennent d'abandon, ou vous trouvez sur la route, au milieu des lacs. On les récupère au maximum. Et bah, pour l'instant, elles sont toujours chez nous ou chez vous. Mais ouais, après, on les met à l'adoption sous dossier. On va voir l'instinct que vous pouvez lui mettre, la place, le temps, enfin, tout ça. Et... Alors, entre la terrestre et l'aquatique, la plus facile, c'est une excellente question. Il n'y a pas de plus facile d'une des deux. La tortue d'Hermann, si on lui fait son installation, elle va être tranquille. Il y aura juste l'hibernation qui va nous stresser, il faudra la surveiller de temps en temps, mais ça sera tranquillement. Ces tortues-là, ça peut être tranquille. Si l'installation tourne d'elle-même, la tortue va tourner d'elle-même, il y aura juste à la nourrir, tout simplement. Après, il faut juste vérifier l'eau. Après, en termes d'entretien, c'est pas difficile pour une aquatique, il faut juste penser à nettoyer la pompe une fois par mois, tout simplement. Ça prend un petit peu de temps, mais c'est rapide à faire. Juste le donner à manger alors que la tortue terrestre, ça peut trouver à manger dans l'enclos. C'est juste ça les différences. Mais c'est pas vraiment énorme entre les deux. Après, il y a des espèces qui sont un peu plus techniques, comme les espèces forestières, comme nous avons la rhinoclémis, qui, elle, au niveau de son bac, c'est la tenue des plantes en intérieur, avec une bonne humidité, qui fait que c'est très compliqué. Mais ça peut être facile avec un kit de pulvérisation automatisé. Ça simplifie la chose, ouais. À 5 ans, il peut découvrir différents types d'animaux. Alors, ça peut être des serpents, comme des lézards, comme des tortues. Les tortues ont le côté d'être plus... on pense toujours à la tortue, la Caroline, la fameuse tortue gentille, voilà. Mais il y a certaines tortues qui peuvent mordre, tout simplement. Lui, s'il est mort, il me fait très mal. Mais c'est du défensif. Après, s'il est adapté, s'il lui apprend à bien manipuler la tortue, à bien s'en occuper, ça peut déjà limiter les risques. Et en grandissant, il prendra plus confiance et ça se passera très bien. Mais pour vraiment qu'il démarre très bien, il faut qu'il démarre avec une tortue qui n'est pas adulte, qui est petite. Comme ça, la tortue va grandir avec lui et il va grandir avec. En fait, quand elle va grandir, la manipulation entre un adulte et un bébé, c'est pas pareil. Mais lui, en fait, il va s'adapter de jour en jour. La tortue va grandir d'elle-même et il s'adaptera au fur et à mesure et ce sera beaucoup plus facile pour lui. Voilà. Avec les lézards, c'est pareil. Et les serpents aussi. Enfin, si on prend un Python Regius, c'est plus facile. Si on prend par contre un Morelia viridis, c'est pas la même chose. Voilà. Mais bon. Mais au niveau des tortues, voilà, si on lui apprend bien les bonnes choses, c'est pas trop difficile. Bien au contraire. D'autres questions? Si plus d'autres questions, du coup c'est bon pour moi. S'il y a des questions techniques, je suis preneur, pas de souci, on peut me contacter, là encore jusqu'à 18 h. Et sinon, là, au pire, sur la petite carte sur le salon, il n'y a pas de souci. Je suis à votre écoute. Du coup, plus de questions, donc je vous remercie d'être présent donc, pour cette petite conférence. Et on se dit à bientôt. Merci à toi. On va couper ça.
La taille, elles sont bien. Ouais, d'accord. Après les femelles, Ça peut marcher. c'est un mâle. Non, non, pas cher, j'en ai eu pour combien 10 € je crois. Les filles, tu n'as pas si ça passe, s'il te plaît. Ça aussi pour aider les gens à se positionner niveau serpent, niveau araignée, on peut essayer de les accompagner au maximum. Ah mais bon, je l'ai fait moi, enfin, je pense pas.